Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition du Magassos. Vous retrouverez prochainement Jean-Guillaume Charrier, mais aujourd'hui, c'est moi qui ai l'honneur et l'avantage d'accueillir nos invités. Un Magassos consacré aujourd'hui à la fondation Raoul Follereau. Alors pour nous en parler, nous parler des actions de cette fondation, nous accueillons aujourd'hui Michel Barrois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du directoire de la fondation. Vous serez donc à même de nous donner une vue assez large de l'ensemble des activités que soutient cette fondation. Avec nous également Héloïse Billoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui en responsabilité dans la région Île-de-France pour la fondation. On appelle ça permanente régionale. Vous nous direz exactement quelles sont vos fonctions. Et puis avec nous encore le père Mathieu Daucher. Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas directement lié à la fondation Follereau. Vous êtes aumônier d'une autre fondation qui s'occupe des enfants des rues aux Philippines et qui est soutenue par la fondation Follereau. C'est un aspect important de ces activités aussi, de soutenir des initiatives qui sont prises par d'autres. Vous nous direz quelle est votre action aussi à Manille et nous le verrons tout à l'heure dans un reportage. Mais pour tout de suite faire mieux connaissance avec la fondation Follereau, il faut bien sûr revenir à celui dont elle porte le nom, Raoul Follereau lui-même. Je vous propose de le découvrir ici en images et en paroles. Vivre, c'est aider les autres à vivre. Aimer, c'est vivre. Trahir l'amour, c'est être mort. Lorsque Raoul Follereau écrit ces mots, il n'a que 15 ans. Pourtant, ces quelques lignes vont guider toute sa vie. Journaliste, poète, dramaturge, aventurier, bâtisseur ou encore grand orateur, plusieurs vies pour un seul homme, mais dans la cohérence. Fidèle à une volonté inaltérable d'aider tous les exclus et d'alerter l'opinion à la cause des faibles. C'est à vous que je m'adresse, pas à votre voisin, pas à votre ami, à vous. Parce que vous êtes un homme et qu'il s'agit d'autres hommes. Voulez-vous sauver 15 millions d'hommes? Ces millions d'hommes, évidemment, ce sont les lépreux. Il leur a consacré la plupart de son temps et de son énergie. Et si on le connaît, c'est avant tout pour sa dévotion envers ceux dont il a dit un jour: L'homme qui est atteint par le bacille de Hansen a en fait deux maladies. Il a la lèpre et il est lépreux. Choqués par le sort qu'on leur réserve de par le monde, ils décident de le sillonner et d'en faire 32 fois le tour afin d'informer, de soigner et de construire. Ils récoltent des fonds pour distribuer des traitements, bâtir un village en Côte d'Ivoire, puis créent la Journée mondiale des lépreux en 1954. Ce pionnier de l'humanitaire globalisé sait très vite utiliser ses dons. Sa communication est moderne et il est omniprésent dans les médias. Il est doux et pédagogue avec les foules, plus véhément face à l'indifférence des puissants. Si nous pensions à ces malheureux, à la cruauté absurde de leur sort et aux moyens de les secourir, il faudrait bien que les responsables s'en avisent à leur tour. Et qu'entre leurs bombes et leurs fusées, ceux qui mènent le monde comprennent qu'avant d'essayer de promener des gens dans la Lune, il serait peut-être opportun de les empêcher de mourir de misère et de lèpre et de faim sur la Terre. La civilisation, c'est de s'aimer. Cette force, cet engagement authentique séduit les jeunes en particulier, qui répondent présents lorsque Follereau les appelle. Il ose demander la charité pendant la guerre avec l'heure des pauvres. Plus tard, la ferveur est planétaire lorsqu'il lance l'idée « Un jour de guerre pour la paix ». Non content de faire reculer la lèpre, il continue à avancer et souhaite terrasser les autres maux de son temps. Et cette grande lutte que, qui que nous soyons, où que nous soyons, nous devons livrer contre ces autres lèpres singulièrement plus contagieuses et plus répugnantes que la lèpre, et qui sont l'injustice sociale, le fanatisme, l'arbitraire, la tyrannie, ces lèpres que nous devons attaquer, vaincre, à coups d'amour, à force d'amour. L'œuvre de Raoul Follereau aura marqué le XXe siècle par sa douce efficacité. Lorsqu'il décède à la fin des années 70, il laisse derrière lui, de ses propres mots, une œuvre inachevée. Une façon ironique de passer le témoin, une dernière opportunité d'éveiller les consciences. Tant de cruautés imbéciles et assassines, comment la question ne se poserait-elle pas à la plus primitive, à la plus simple des consciences? Pourquoi eux et pas vous? Pourquoi eux et pas moi?
Des images d'archives dans ce sujet portrait de Raoul Follereau et en même temps des propos d'une terrible actualité. Comment vous réagissez quand vous avez l'occasion régulièrement, j'imagine comme ça, de revoir des images de Follereau, Michel Barrois? On voit la passion qui animait cet homme et le fond aussi qui le soutenait pour avoir entrepris cette gigantesque action dont il dit lui-même bien sûr qu'elle n'est pas achevée, mais dont il a donné une sacrée impulsion et dont je crois aujourd'hui l'Afrique garde une mémoire encore très profonde de son visage, de son passage. C'est un homme qui a marqué manifestement son temps et particulièrement ces pays qu'il a pu traverser, dans lesquels il a rencontré ces centaines et ces centaines de lépreux, de miséreux, de rejetés, d'exclus. Donc c'est quand même, c'est aujourd'hui pour nous, ça reste un exemple. Je sais pas, nous, moi j'ai été frappé, je l'ai entendu qu'une seule fois dans ma jeunesse, mais j'avais été frappé par cette communication de son enthousiasme, de sa chaleur humaine, de cet amour, de ce sens du dévouement pour les autres. C'est étonnant parce que c'est un personnage au fond très romanesque. Il y a ses vêtements toujours un peu décalés. Il a quelque chose un peu de Baden-Powell comme ça. On sent qu'il n'est pas complètement dans la société, y compris celle de son temps. En même temps, il a un art consommé des médias déjà à l'époque. Il saura très bien les mobiliser. Il sait très bien parler aux jeunes. Il a mobilisé de manière très intense les jeunes qui ont eu l'occasion de l'écouter. C'est quelqu'un qui pèse encore aujourd'hui sur la Fondation. On se réfère à Follereau, à ce qu'il aurait fait, dit... Oui, ça c'est sûr que, si vous voulez, une institution qui est née dans son sillage ne peut pas oublier son fondateur, et particulièrement que quand on a un fondateur de cette envergure. C'est effectivement un homme qui a su mettre ses talents d'orateur, ses talents je dirais naturels, sa personnalité au service d'un cœur, au service d'un cœur donné à ses contemporains qu'il a vus dans ce dénuement. Donc il y a l'alliance, si vous voulez, de ces caractéristiques naturelles, de ces talents naturels, mais qui ont servi une cause qui dépassait nettement l'homme et qui dépassait nettement les ambitions simplement matérielles. Pour nous chrétiens, quand on entend Follereau parler de civilisation qui est l'amour, quand on entend un certain nombre de ses propos, on trouve une résonance assez immédiate avec les paroles de l'Église, avec les paroles de l'Évangile. Pour autant, c'est pas un mouvement ou une communauté chrétienne qui a fondé Follereau? Non, effectivement, c'est une fondation, c'est une organisation indépendante qui n'a pas de lien hiérarchique avec l'Église catholique. Mais le message, si vous voulez, on le voit très bien dans les extraits que vous venez de présenter. Le message, il est fondamentalement, il est naturellement et fondamentalement chrétien. Donc voilà la distinction peut-être qu'il faut faire. Ouais. Alors, je me tourne vers vous, Héloïse Billois. Vous êtes plutôt jeune. Vous n'avez donc vraisemblablement pas eu l'occasion d'entendre Follereau physiquement, de participer à une conférence avec lui ou quelque chose de ce genre. Est-ce que sa personnalité, néanmoins, vous touche? Bien sûr, c'est quelqu'un, déjà c'est un très bon orateur qui effectivement son message en fait nous touche toujours, les jeunes d'aujourd'hui. C'est toujours un message d'actualité. En fait, toute sa vie, il a incité les gens autour de lui à faire quelque chose, à se mobiliser, à mettre en action leurs idées. Il a sa devise bien connue qui était aimer, agir, aimer son prochain, aimer les plus démunis, les plus pauvres, les exclus. Mais aimer, ça ne suffit pas et il faut agir. Et toute sa vie, il a incité en fait le grand public à faire quelque chose. Quand on voit des images comme celle-là où il dit vous, je m'adresse à vous, je vous demande quelque chose. Est-ce que quelqu'un de votre génération aujourd'hui se sent encore interpellé par ces images qui ont été enregistrées il y a peut-être 50 ans? Bien sûr, quand on fait des sensibilisations dans les écoles, ça touche les collégiens, les lycéens. Oui, bien sûr. Évidemment, on n'arrive pas à toucher de la même manière tout le monde, mais on sent qu'il y a quand même toujours des personnes qui veulent nous aider, qui veulent nous suivre. Est-ce que, Michel Barrois, est-ce que vous diriez que Follereau était un utopiste? Alors, je crois que même il emploie ce mot dans plusieurs de ses discours. Il parle d'utopie. Moi, je dirais pas ça parce que l'utopie, c'est quelque chose qui est inaccessible, qui est irréalisable. Or, lui, il a commencé à le réaliser. Donc, c'est pas tout à fait une utopie, non.
Non, c'est un... Non, je n'emploie pas tout à fait ce mot. C'est peut-être un débat que j'aurais avec lui s'il vivait encore. Mais parce que, précisément, il a réussi à commencer à l'incarner. Donc à partir du moment où ça s'incarne, c'est plus une utopie déjà. Alors cette première incarnation de la lutte contre la première exclusion qui l'a frappé, qui l'a choqué quand il l'a découverte, c'est celle du lépreux. On l'entendait dire, le lépreux, il est 2 fois malade. Il a la lèpre et puis il est lépreux, c'est-à-dire qu'il est exclu de la société des hommes. Et la première vocation de la Fondation Follereau, c'était la lutte contre la lèpre. Je vous propose de revenir là aussi à travers un reportage sur la lèpre qui n'a pas disparu de notre planète, loin s'en faut. Non. Ou pas gain rien? Non. Ou pas jamais rien, sous peau? Le père Jean-Olivier a passé 40 ans au service des lépreux, d'abord au Laos, dans les années 60, et plus tard en Haïti, où on lui déclare que la lèpre n'existe pas dans ce pays. À son arrivée, il doit prouver le contraire aux autorités, afin d'obtenir le droit de soigner les malades. Il s'installe dans un hôpital, dans le centre du pays, et les malades viennent de très loin pour le consulter. Voilà. Et encore une. Eh bien, moi je dirais que les lépreux, généralement, ne sont jamais tristes. Et un lépreux triste, c'est un triste lépreux. Si la lèpre a reculé en 25 ans, il n'en est rien de la violence et de la pauvreté. C'est contre ces autres lèpres que le père Olivier s'est alors battu. Je crois que la première chose que je garde comme souvenir, et qui dans mon souvenir en même temps s'inscrit dans le baiser aux lépreux de François d'Assise, je crois que c'est le fait que M. Follereau et Maman Madeleine soient allés embrasser les lépreux, et il fallait le faire à l'époque où ils l'ont fait. Donc, leur dire, vous êtes des hommes comme les autres. Non pas les exclus. Il fallait le faire. Alors, monsieur, comment vous appelez? À travers le monde, des hommes et des femmes, laïcs ou religieux, s'organisent pour assurer la relève du long combat pour les lépreux, pour les plus oubliés. Comme Raoul Follereau, posant leur regard sur toutes les détresses, ils se sont engagés dans un véritable combat pour le développement, pour rendre leur dignité aux exclus et transformer durablement leur existence. Que ce soit Michel Récipon, qui dirige actuellement la lutte contre la lèpre, ou Sœur Dolores au Niger, chargée d'un dispensaire créé au cœur d'un quartier de lépreux à Zinder, et qui s'intéresse aussi au développement général en faisant construire 150 maisons avec des matériaux de qualité, ou Sœur Zohan à Madagascar. Et tous les autres, hommes et femmes de terrain, héritiers des prestigieux combattants de la lèpre, bras armés de la générosité, engagés volontaires, quel que soit le danger ou les difficultés. Voilà, extrait d'un film de la Fondation Follereau. Je rappelle à ceux qui nous auraient rejoints en cours de route que nous sommes ce soir dans le Magasos. Nous nous intéressons à la Fondation Follereau. Alors Michel Barrois, la lèpre, ça n'a pas disparu encore ? Non, ça n'a pas disparu. Alors, ça a beaucoup régressé grâce, évidemment, au travail et aux efforts qui ont été faits ces 20 dernières années, notamment derrière l'action de la Fondation Raoul Follereau. Mais ça n'a pas complètement disparu et surtout, on n'a toujours pas de vaccin aujourd'hui. Ce qui fait que la lèpre existe toujours. La lèpre se développe dans un certain nombre de secteurs, même si, effectivement, aujourd'hui, nous en sommes encore... C'est un seuil extrêmement important, mais ce n'est plus les chiffres d'il y a une vingtaine d'années, puisqu'aujourd'hui, on a à peu près 250, 260 000 nouveaux cas de lèpre déclarés dans le monde. Donc ça existe encore, et c'est peut-être la phase un petit peu difficile, parce que ça existe encore, mais ce n'est plus une endémie première, comme ça a pu être il y a une vingtaine d'années. Ce qui fait que beaucoup de pouvoirs publics, beaucoup d'États, finalement, ne s'en occupent plus du tout, enfin, n'y mettent plus les mêmes moyens. Et donc, ça redevient effectivement un problème préoccupant pour certaines régions. C'est un peu la difficulté de cette période où elle n'est pas éradiquée, loin de là, mais elle passe souvent en dessous des seuils de ce que les pouvoirs publics considèrent comme le seuil d'élimination, c'est-à-dire le seuil à partir duquel on ne s'y intéresse plus, on ne les met plus dans les programmes de santé publique. Mais j'imagine qu'il y a quand même à l'échelle mondiale et en particulier à destination des pays pauvres dans lesquels cette maladie se développe particulièrement, des plans de l'Organisation mondiale de la santé pour accueillir les malades, ne serait-ce que cela, ou pour... C'est plus une priorité, si vous voulez, c'est plus une priorité dans pour ces personnes-là. Donc ce qui fait que nous sommes effectivement sollicités pour essayer de combler
finalement un peu le retrait des pouvoirs publics, des institutions officielles ou des grosses organisations qui se retirent un petit peu de ce combat-là pour s'engager sur d'autres combats, tout aussi importants bien sûr, mais c'est un peu le paradoxe de cette époque. Alors, vous n'êtes pas médecin, on ne va pas rentrer dans une discussion médicale, mais quand même une précision. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît tout de la lèpre ? Non, on ne connaît pas tout, puisqu'on ne sait pas encore très bien comment elle se transmet. On sait que une certaine forme est contagieuse, qu'une autre l'est pas. On sait la soigner quand même, on sait la traiter. Ce qui explique... mais encore, on n'est pas du tout au bout de ce chemin-là, puisque c'est une raison pour laquelle d'ailleurs la Fondation continue à subventionner, à donner de l'argent pour la recherche, à la fois pour espérer arriver comme un jour à un vaccin qui résoudrait le problème, ou essayer également de réduire le temps de traitement aujourd'hui pour soigner un lépreux quand il est dépisté. Donc aujourd'hui la lèpre, elle est sur plusieurs points, elle pose plusieurs problèmes, elle pose un problème de détection, il faut savoir la détecter, ce qui n'est pas évident. Parce qu'on a perdu l'habitude un peu de tout cela, puisque c'est plus une maladie, je dirais, très, très importante où tous les médecins seraient formés à cela. Comme on le voyait dans le reportage, là, voilà. Il faut des médecins qui ont l'habitude de la détecter pour l'avoir, là où parfois les pouvoirs publics disent non, il n'y a pas de lèpre ici. Voilà, tout à fait. Ouais. On a le cas, j'ai souvenir d'un cas où dans un pays, on me racontait que le représentant, le coordinateur lèpre, disait non, ça c'est pas de la lèpre, non, c'est pas de la lèpre, et en fait, il s'est avéré que c'était bien de la lèpre. Donc effectivement, il y a le problème du dépistage. Il y a le problème du soin, ça on sait ensuite soigner si les gens respectent bien, je dirais, leur prise de traitement. Soigner, c'est quoi? Ça veut dire qu'on peut empêcher d'arriver aux mutilations Voilà, tout à fait. C'est-à-dire plus on la détecte tôt et plus on soigne, alors on évite d'arriver à cette phase où elle a atteint, où elle provoque des atrophies, des handicaps profonds. Et si malheureusement elle est détectée trop tard, si malheureusement déjà un certain nombre d'incapacités, d'invalidités sont prononcées, alors il faut aussi s'occuper d'essayer de soigner, de remplacer, de pallier à ces incapacités, de trouver les appareils, les chaussures qui vont bien, et de réadapter un peu physiquement, si vous voulez, ces personnes. Et puis ensuite, il y a le troisième aspect, qui est que quand les gens sont mutilés, s'ils sont arrivés à se faire soigner trop tard, on a bloqué la maladie, mais ils sont mutilés. Quand on est mutilé, surtout dans les pays pauvres, comment retrouver un travail, comment se réinsérer un peu dans les vies sociales. Là aussi, c'est un autre domaine d'action de la Fondation, c'est-à-dire de leur dire, vous avez un certain nombre de handicaps, mais on va quand même essayer de vous trouver quelques moyens, on vous aidera à vous réinsérer en vous trouvant les moyens de subvenir à vos besoins un minimum, de manière à ce que vous puissiez avoir un minimum de vie économique et de pouvoir participer un peu à la vie sociale. Alors, à propos d'insertion, pour en revenir là encore à ce que disait Raoul Follereau, le malade, il a la lèpre et puis il est lépreux, donc il est exclu. Est-ce qu'aujourd'hui, ça continue? On sait qu'au Moyen-Âge, il y avait des léproseries et jusque tard dans le 19e siècle, qui interdisaient strictement aux lépreux de s'approcher des autres communautés humaines. Follereau, d'autres associations ont contribué sans doute à montrer qu'on pouvait côtoyer des lépreux, que la maladie ne s'attrapait pas comme on attrape la grippe, vraisemblablement, en tout cas pour autant qu'on puisse le savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les communautés, les lépreux sont accueillis différemment par rapport à il y a 50 ou 100 ans? Alors c'est sûr qu'il y a une évolution. C'est sûr qu'il y a une évolution due effectivement à tout le travail qui a été fait d'information, de formation, mais ça reste quand même encore précaire. Il y a effectivement encore une réticence à pouvoir accueillir les lépreux. Donc il y a un travail d'éducation à faire un peu autour de ces groupes, de ces villages, une éducation à faire pour dire aux gens non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Bon. Reste que, en plus on est dans des pays d'Afrique où il y a une tradition, où il y a des habitudes, où il y a des fois qui sont parfois lourdes, et donc il y a effectivement un travail très important de formation et d'information à faire également. Vous dites on est dans des pays d'Afrique parce que la lèpre c'est en Afrique? C'est principalement encore aujourd'hui en Afrique, c'est aussi en Inde, c'est aussi un peu en Asie, c'est aussi un peu au Brésil. Mais je dis l'Afrique parce qu'en fait, la Fondation Raoul Follereau travaille surtout sur les pays d'Afrique. Voilà. Je vous voyais acquiescer aux propos de M. Barrois à l'instant. Oui, mais tout à fait. En fait, il faut bien comprendre que la lèpre, c'est vraiment une maladie qui fait peur. Lorsque Raoul Follereau explique que le lépreux a deux maladies, qu'il a la lèpre et qu'il est lépreux, c'est parce qu'il y a tout ce côté médical,
qu'on soigne maintenant et qu'on guérit très bien avec ce traitement antibiotique, mais il y a toute cette exclusion sociale qu'il faut bien comprendre. Et là, pour nous, c'est un vrai défi à relever. Parce que c'est bien donc de guérir les lépreux, mais après, s'ils sont toujours considérés comme des parias par leur entourage, ça pose un problème. Donc c'est vrai que là, il y a tout ce travail de réinsertion après leur guérison, qui est quand même très, très important. Alors, c'est sans doute ce qui a poussé la Fondation aussi, depuis les premières initiatives de Follereau, qui étaient, on l'a vu, principalement d'envoyer des médecins dans des villages pour venir en aide au côté médical de la chose, et bien à étendre son action au volet social, oserais-je dire, et à la lutte contre l'exclusion sociale des lépreux et par-delà les autres exclusions du siècle ou de la période. Tout à fait, tout à fait. Je crois que les deux raisons majeures de cette ouverture, qui en fait étaient inclus finalement dans le message initial de Raoul Follereau, on l'a vu un peu dans le reportage que vous présentiez tout à l'heure, on s'aperçoit que ce n'est pas un développement qui est venu après coup, c'était inclus au départ, mais effectivement ça s'est ouvert un peu plus tard. En ce sens que Raoul Follereau avait constaté que la lèpre aussi se développait dans des endroits où les conditions d'hygiène, les conditions alimentaires, les conditions de vie étaient extrêmement déplorables. Il avait constaté qu'on pouvait presque superposer la carte de la lèpre et la carte de la faim dans le monde. Et que donc on n'arriverait sûrement pas, il le dit plusieurs fois, on n'arriverait sûrement pas à éradiquer la lèpre uniquement sur le plan médical. Il y a des facteurs extérieurs qui font que cette lèpre apparaît, réapparaît, se développe, ou qui font que cette lèpre a plutôt tendance naturellement à régresser. Donc c'était effectivement le premier point. Le deuxième point, c'est celui que soulevait Héloïse tout à l'heure, c'est que, en fait, Follereau s'intéressait plus aux lépreux, et dans cette rencontre qu'il a eue dans le désert avec ce groupe de lépreux, on le comprend bien, il s'intéressait plus aux lépreux qu'à la lèpre, c'est-à-dire à la condition de l'homme malade, de l'homme notamment, pour la lèpre, de l'homme exclu. Et cette fameuse phrase « l'homme est condamné deux fois, une fois par la lèpre, une fois par son état de lépreux », c'est ça que ça veut signifier. Donc en fait, c'était inclus, et c'est vrai que ça a été, développé, que ça a été un peu plus mis en pratique un peu plus tard, ce qui a fait cette ouverture à ces différents types d'actions aujourd'hui que la Fondation mène, qui, à côté donc, de l'aide aux lépreux et des programmes de santé, développe des aides pour le développement, développe un secteur pour secourir les enfants en détresse, et on en parlera tout à l'heure, et a développé aussi, en France, un secteur particulier, parce que aussi la lèpre et l'exclusion ne touche pas que les pays extérieurs, les pays africains ou d'autres pays, elle est aussi chez nous en France. Et là, modestement, mais efficacement, la Fondation a ouvert un secteur de réinsertion de personnes exclues en milieu rural. C'est-à-dire que quand les gens ont un projet, quand ils veulent aller se réinstaller en milieu rural, on les aide à étudier leur projet, on leur donne les moyens. Voilà les quatre secteurs aujourd'hui d'engagement, les 4 axes d'engagement que la Fondation soutient. Vous le disiez, on va découvrir un peu plus précisément d'autres axes que directement la lutte contre la lèpre. Et avant d'entendre votre témoignage, Père Mathieu Daucher, je vous propose de voir cette action qui est menée donc aux Philippines au service des enfants des rues. Il est 21h. Les éducateurs de l'association Un pont pour les enfants partent à la rencontre des enfants qui vivent dans la rue. Toute la nuit, ils vont sillonner les rues de Manille, essayer de rentrer en contact avec ces enfants. Pour survivre, les enfants mendient ou récupèrent de la nourriture auprès des fast-foods. Ils exercent aussi des petits métiers. Appeler les clients pour les taxis, ramasser les cartons pour les revendre ou trier les poubelles. Certains s'organisent en gang et vivent de trafic en tout genre. La nuit, ils sont particulièrement exposés à toutes sortes de dangers, violence, drogue ou prostitution. Mélodie travaille depuis 3 ans comme éducatrice de rue. Avant tout, il s'agit pour elle d'apprendre à connaître les enfants et se faire apprivoiser par eux pour leur proposer de venir au centre d'accueil. Il est 3h du matin. Les éducateurs rentrent au foyer d'accueil, accompagnés des enfants qui ont accepté de venir avec eux. Le but des éducateurs est de recréer une ambiance familiale. Les enfants s'habituent peu à peu à leur nouvelle vie et apprennent les règles de la maison. Ces enfants, qui sont en rupture totale avec l'école,
bénéficient d'une remise à niveau scolaire au sein du foyer d'accueil. Quand un enfant arrive au centre, dans un premier temps, on laissera un petit peu libre de se reposer. Il pourra manger, il pourra jouer. Et puis petit à petit, on va essayer de lui dire ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Kaya ako nakarating dito sa Tulay na Kabataan kasi Je suis venue ici à l'association Un pont pour les enfants parce que j'étais battue par mes parents. niyaya ako ng mga barkada ko. Nagpalaboy-laboy ako, napunta ako sa kalye. Là-bas, chez moi, Tapos, j'étais influencée par mes copains et je me suis très vite retrouvée dans la rue. L3. Tapos, tinawag kami ng isang... Et puis un jour, on a vu arriver le camion de l'association qui m'a recueilli. Para paglaki Mon ko, plus grand souhait est de terminer mes études. Et quand je serai grand, je voudrais avoir ma propre maison pour loger ma famille. pangarap ko paglaki ko, Plus tard, gusto ko maging mon doktor rêve est de devenir docteur para pour makatulong soigner ako les sa malades mga et aider les taong pauvres. may sakit. Alors, Père Mathieu Daucher, vous êtes aumônier de l'association qui est aux Philippines, à Manille, s'occupe, comme on vient de le voir, des enfants des rues, parmi d'autres associations, j'imagine, car le travail ne manque pas. Dites-nous d'abord, vous, mon père, comment est-ce que vous êtes arrivé à être aumônier de cette action, de cette activité? Il faudrait que vous demandiez au bon Dieu, peut-être, parce que c'est un appel. Ou alors vous demandez aux enfants, peut-être. J'ai eu la chance de pouvoir aller y travailler dès 1998 et d'y passer 2 années. Et en fait, je crois que les enfants nous font comprendre que l'amour n'est pas inconditionnel, il est sous condition. Et je pense qu'il a 3 conditions. C'est un amour, ce ne sont pas des paroles, c'est un amour en acte. Il faut agir. Et Raoul Follereau, on l'a vu dans le premier reportage, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il nous y appelle. C'est un amour gratuit aussi. C'est-à-dire qu'il n'attend rien en retour. Et c'est un amour qui dure. Il n'y a pas d'amour de l'instant. Et je crois que ces enfants nous apprennent très bien que si on veut aimer comme Raoul Follereau nous le montre, par exemple, eh bien, c'est pas simplement un appel, mais c'est de faire 32 fois le tour du monde, comme on l'a entendu, ou alors de se donner complètement sur une action. Et c'est ce qui a fait naître, je pense, en moi, au fond de mon cœur, le désir de me donner totalement pour cette action. Ça veut dire que vous êtes prêtre diocésain détaché auprès de cette association? Alors non, je suis prêtre originaire de Versailles, mais je suis diocésain de Manille. J'appartiens au diocèse de Manille. L'idée, en fait, c'était de pouvoir mettre des prêtres du diocèse au service véritablement des plus pauvres sur place, en fait. Donc du diocèse de Manille. Quelle est l'urgence aujourd'hui pour ces enfants? Parce que beaucoup d'associations sont présentes. Alors, il n'y en a certainement pas assez. Mais l'urgence la plus absolue, c'est quoi? C'est un toit? C'est de l'éducation? C'est intéressant parce que quand vous êtes dans la rue et que vous avez des enfants qui sont dans la rue, donc qui n'ont rien, si vous leur dites « venez avec nous, vous allez avoir un toit », ils ne viendront pas. Si vous leur dites « venez avec nous, vous aurez de la nourriture », ils ne viendront pas. Si vous leur dites « venez avec nous, vous allez avoir des jeux » ou je ne sais pas trop quoi, ils ne viendront pas. Mais si vous leur dites « veux-tu être mon ami », là les enfants viennent. J'ai été très impressionné et par ce que vous dites et par le premier reportage sur Raoul Follereau, justement de cette dimension. Il dit il y a la lèpre et le fait qu'ils sont lépreux. Je crois que Raoul Follereau s'est pas simplement battu contre la lèpre, mais pour les lépreux. J'avais été très impressionné il y a quelques années. Un enfant de 11 ans m'avait dit mon père, vous savez, je ris beaucoup à l'extérieur, mais je pleure à l'intérieur. Et il avait 11 ans, cet enfant. Il était capable d'exprimer avec des mots très beaux le fait qu'effectivement il y a la détresse extérieure, matérielle, j'ai envie de dire. Et il faut y répondre. Il faut absolument pouvoir donner à ces enfants ce dont ils ont besoin, parce qu'ils sont dans la rue, ils sont complètement livrés à eux-mêmes. Mais il y a quelque chose encore plus profond sur lequel il faut travailler, et c'est les blessures du cœur. Des enfants qui ont été violentés ou des enfants qui ont été abusés se retrouvent avec des blessures au fond du cœur qu'on ne peut pas guérir. On ne peut qu'espérer les penser, voilà, penser les blessures. Or ça, c'est le plus beau travail. J'aime beaucoup la phrase qui a été notée dans le reportage, là où
une des phrases qu'il a écrites quand il avait 15 ans, je crois, il dit dans le reportage, où il dit « Vivre, c'est aider à faire vivre ». Eh bien, c'est très beau, c'est très très beau, c'est exactement ça. Il faut que les enfants retrouvent cette vie, ce désir de vivre. Alors je peux vous dire que lorsque vous allez dans la rue, les enfants, ils sont un peu comme des morts vivants. Ils sont là et ils survivent, mais ils ont un désir beaucoup plus profond et ils veulent vraiment s'en sortir. Et c'est bien au-delà du matériel, bien au-delà du matériel. Et c'est aussi le lieu normal de la présence d'un prêtre. Il y a aussi une assistance singulièrement spirituelle dans ce que vous faites? Oui, il y a une dimension spirituelle. Et je pense qu'il y a une dimension spirituelle très profonde. Pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant va se mettre à revivre, entre guillemets, c'est au moment où il va être capable d'entamer une démarche de pardon. Tant qu'il ne fait pas une démarche de pardon, l'enfant n'arrive pas à revivre, en fait. Ce qui est terrible, c'est de pouvoir dire à un enfant, bon, t'as eu des malheurs dans la rue, on va oublier tout ça, on prend un nouveau départ. En fait, on trompe l'enfant. Non, il faut être capable de dire à l'enfant et d'accompagner l'enfant en lui disant, eh bien, il y a eu des choses terribles, eh bien, malgré ça, tu vas réussir à vivre. Malgré ça, malgré le fait que ton cœur a été blessé, eh bien, tu es capable d'aimer et bien sûr, tu es capable d'être aimé. Et on va te le montrer. Et tu vas nous le montrer. Et ces enfants nous donnent des témoignages extraordinaires sur le pardon. Mais magnifique, magnifique. Des enfants qui sont capables de pardonner du fond de leur cœur à leurs parents, alors que parfois ils ont vécu des choses terribles. Foutus à la porte de la maison par la maman, on entend l'enfant qui nous dit « Je sais très bien ce qu'elle m'a fait, je sais très bien ce qui s'est passé, et au fond de mon cœur, je l'aime encore. » Ben, j'ai envie de dire, j'aimerais pouvoir dire la même réponse. J'aimerais pouvoir avoir cette force du cœur que nous montrent ces enfants-là. Pour mener ce genre d'action, spirituellement très belle, humainement très belle, il faut trivialement aussi des moyens. C'est là que des soutiens comme la Fondation Follereau peuvent intervenir? Ben, évidemment, la Fondation Raoul Follereau est un soutien énorme. Évidemment matériel, puisqu'ils sont là derrière pour nous soutenir, mais pas simplement. Matériel et aussi moral, et de sentir, vous savez, c'est extraordinaire quand on est sur un projet comme celui-là pour les enfants des rues, et puis vous vous dites, tiens, il y a un problème, on voudrait monter tel projet. Il y a quelques années, on a lancé une maison pour enfants handicapés mentaux de la rue, voilà. Il n'y avait aucun lieu pour les accueillir. Et bien, lorsque vous en parlez à la Fondation Raoul Follereau, vous sentez le soutien tout de suite. On sent vraiment qu'il y a le dynamisme du personnage Raoul Follereau est passé dans la Fondation Raoul Follereau. Et je peux vraiment vous dire que depuis le début, on a toujours senti un soutien à 100%, je veux dire 200%, toujours, toujours, toujours. Et ça, c'est merveilleux, parce que sur place, vous avez des périodes de découragement, vous avez des périodes où on se dit mais on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et quand il y a du monde derrière qui vous dit mais si, allez-y, allez-y, et ben on a envie de continuer justement. Ça aide à les affronter, de savoir que derrière il y a la Fondation avec aussi ses bénévoles et puis avec aussi ses donateurs qui soutiennent l'action que vous menez. Alors je suis bien sûr que ceux de Raoul Follereau pourrait donner de mêmes témoignages, mais on a des très beaux témoignages de donateurs individuels particuliers. Je me souviens d'une lettre par exemple il n'y a pas très longtemps d'une dame qui nous avait dit, vous savez, dans ma vie, rien n'allait. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Et puis j'ai vu comment se battaient ces enfants, et ben ça m'a donné du peps, de l'énergie, et j'ai redémarré. Et on se dit finalement, l'apport matériel qui est donné à ces enfants, ben les enfants inconsciemment, ou consciemment peut-être, mais inconsciemment, ils nous donnent aussi cette énergie, ils nous font un don merveilleux qui est de nous dire, bah regardez, nous on se bat et ça vaut le coup. La vie est belle et malgré toutes les épreuves, on est là pour se battre et on est là pour faire tout ce qu'il faut pour vivre et aimer la vie. Héloïse Billouard, des témoignages comme celui du Père Daucher, de toutes ces initiatives qui sont soutenues par la Fondation, vous aussi, ça vous aide au quotidien à trouver l'énergie pour remuer les foules? Ah bah bien sûr, je veux dire quand on voit comme ça un reportage donc, sur son action, ça ne laisse pas indifférent. Et bien sûr, ça nous donne de l'énergie aussi pour aller de l'avant et puis pour monter des actions et motiver aussi notre grande équipe de bénévoles. Et sans se dire, il y a tellement de combats à mener, tellement de dimensions, tellement de choses à faire que c'est une goutte d'eau dans la mer? Non, pas du tout. D'ailleurs, je pense que Raoul Follereau, jamais il ne se serait laissé décourager, pas du tout. Il faut, par exemple, il a quand même collecté des fonds pour Adzopé, le premier village donc, de lépreux, pendant la guerre, alors que la France était occupée. Donc c'est vrai que là, actuellement, on parle de la crise, on parle du moral des Français en berne. Pour la première fois, d'ailleurs, les dons
fait par les Français qui sont traditionnellement généreux connaissent une baisse au premier semestre de l'année, alors que traditionnellement ils augmentent d'une année après l'autre. Ça vous inquiète? Pourtant, je ne pense pas que notre époque soit plus difficile qu'une autre, puisque donc lui, il a quand même collecté ses fonds pendant la guerre. Bon, je pense qu'il faut aller au-delà de à chaque époque, il y aura des difficultés. Il faut peut-être aller au-delà de ces difficultés et puis se sentir quand même responsable pour ces problèmes du bout du monde, pour ces enfants qu'on a vus là aux Philippines. Et puis, faire quelque chose, chacun à sa place. Et donc on peut... Oui, mon père. Vous parliez de goutte d'eau tout à l'heure, qui est l'expression célèbre de Mère Teresa, où elle ajoute, mais si on ne la mettait pas, elle manquerait. Bon. Eh bien, vous savez, on nous demande souvent... mais est-ce que vous aidez les enfants des rues? Est-ce que votre programme est... Mais ce sont des individus qu'on aide. C'est pas un terme générique. On n'aide pas les enfants des rues, on aide tel enfant qui est devant nous et qui est effectivement dans la rue. Alors, j'ai envie de dire, c'est là où on va voir que ça se passe partout. Ça se passe à notre porte, comme ça se passe au bout du monde. Et Raoul Follereau, qui fait 32 fois le tour du monde, eh bien, c'est pour rencontrer les lépreux. C'est pas pour aller prendre des photos ou ramener des cartes postales. Il rencontre les personnes. Alors c'est celles-là, ces personnes-là qu'on vient aider. Et c'est pour ça que ça vaut le coup. Même quand on est une grand-mère, on se dit, moi je peux pas aller au bout du monde, mais on peut prier pour ces personnes-là, on peut aider dans la mesure de nos moyens. Et la crise fait peut-être baisser un petit peu les dons, mais je suis bien convaincu que les Français, et peut-être grâce à votre émission, seront capables de dire, non, ça vaut le coup. Justement, j'ai envie de dire, malgré ces difficultés, on est capable d'aimer au-delà des difficultés, donc on continue à aider. On continue parce que les personnes il y a toujours des lépreux, il y a toujours des personnes dans la rue, il y a toujours des personnes à notre porte, en bas de l'immeuble, qui ont besoin aussi de notre soutien. Cette conscience de la responsabilité de chacun, de la possibilité pour chacun de contribuer à faire quelque chose pour que le monde soit meilleur, c'est un ressort qui fonctionne encore dans une société aussi individualiste que la nôtre, Michel Barois. Oui, ça fonctionne encore. Heureusement, ça fonctionne d'autant plus là, parce que ce qui me frappait dans ce que disait Mathieu, c'est que cette caractéristique aussi de Raoul Follereau, c'est-à-dire d'avoir recréé le lien complet entre le donateur, la personne qui gère et qui s'occupe des questions matérielles pour envoyer les dons, etc., le partenaire qui sur le terrain mène son action et la personne qui est aidée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas sectorisé. Il n'y a pas, nous c'est le matériel et le reste on s'en fiche. On a rétabli, il a réussi à rétablir un peu ce lien, cette communauté, finalement à rétablir une communauté entre toutes ces personnes qui, à leur place, avec leurs moyens, leur disponibilité, leur disposition, peuvent participer à ce grand élan. Ça, c'était une caractéristique, je crois, de Follereau. Vous nous disiez tout à l'heure les 4 grandes dimensions aujourd'hui des actions qui sont menées ou soutenues par Follereau, l'aide aux lépreux, y compris l'aide médicale, le secours aux enfants aux détresses, l'aide au développement, la lutte contre la faim notamment, et la misère, et puis la réinsertion, l'emploi en France, en particulier en milieu rural. C'est peut-être un peu plus inattendu de la part d'une fondation comme la vôtre. On va découvrir à travers un exemple quel type d'action peut être soutenu dans ce domaine. Nous sommes au cœur de la Drôme, à Bouvières. Un petit village loin du tumulte de la ville, qui n'avait plus de commerce depuis quelques années. Jusqu'à ce qu'Isabelle Place ouvre un multiservice. Elle a cumulé des contrats dans la restauration et l'agriculture, mais sans réellement asseoir une situation durable. Elle a alors songé à créer sa propre entreprise. J'ai appris par ma famille qu'un multiservice allait être créé à Bouvières. Et là, j'ai vérifié l'information auprès de la mairie. Et quand j'ai demandé s'il y avait une maison et je suis arrivée avec mes valises et mes enfants en disant que je venais pour reprendre le multiservice. Mais à 1 heure de route de la ville la plus proche et sans véhicule, il est compliqué de ravitailler une telle entreprise. Isabelle a donc cherché une aide extérieure. La Fondation Raoul Follereau nous a aidés à acheter un véhicule pour pouvoir exercer notre activité. Grâce à ce soutien, Isabelle a pu lancer son activité, offrir un autre cadre de vie à sa famille et évidemment sortir d'une situation précaire. Quand on voit qu'on va travailler dans une société, qu'on y croit, et puis du jour au lendemain vous êtes licencié, je me suis dit si je crée mon propre emploi,
je saurai où en est l'entreprise et je ne serai pas à la merci de éventuels mensonges pour pouvoir maintenir le poste jusqu'au bout, jusqu'au jour où on vous licencie comme ça sans pratiquement vous prévenir à l'avance. Avec ce coup de pouce qui peut paraître anodin, tout le monde a finalement trouvé son compte. Les riverains ont un nouveau point de chute et la famille d'Isabelle ne manque pas de travail. Voilà un témoignage parmi beaucoup d'autres, évidemment, des actions, des soutiens que peut apporter la Fondation Follerault. Avant de les détailler avec Michel Barois, je reviens vers vous, Héloïse Billois. Et quand on mobilise des bénévoles, quand on leur parle, quand on les aide aussi à porter le message de la Fondation, est-ce que ce dernier type d'action, c'est pas un peu plus difficile à présenter que les enfants de Manille, par exemple ? C'est vrai que c'est un petit peu, ça parle moins, ça parle peut-être un peu moins malheureusement à nos bénévoles, mais quand on leur explique que ces personnes sont aussi exclues par le chômage, ils comprennent aussi, puisque c'est vrai que Raoul Follerault s'est intéressé aux lépreux, mais parce que les lépreux étaient exclus. Et donc il est beaucoup plus connu donc, par rapport à son action pour les lépreux, mais c'est vrai qu'il y avait toute une action en dehors. Et cette volonté de lutter contre toutes les formes d'exclusion, c'est vraiment le message que portent les bénévoles de la Fondation aujourd'hui ? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que là, les bénévoles comprennent bien que voilà, notre but, c'est justement d'aider les exclus d'une manière générale, que ce soit des enfants qui n'ont pas eu tout l'amour qu'ils auraient dû avoir, que ce soit des personnes qui n'ont pas eu accès à l'éducation, ou aux soins, les exclus, voilà, d'une façon générale. Michel Barois, il y a beaucoup de chômeurs, hélas, en France. Vous ne pouvez vraisemblablement pas les aider tous. Quels sont vos critères pour cette action en France, qui est plus une action d'ordre de l'insertion sociale, comme les services publics, j'allais dire, devraient pouvoir la mener ? Alors, juste avant de répondre à votre question, je voudrais juste souligner une des caractéristiques qui apparaît bien sur ce type d'action, mais qui est aussi une des caractéristiques que nous recherchons dans les aides, que ce soit les aides au développement, que ce soit dans les autres pays, bien sûr en Afrique ou en Asie. C'est que là, ça fait bien ressortir le fait que on arrive en subsidiarité. On ne dit pas aux personnes, on va vous prendre en charge complètement, on va vous nourrir, on va vous soigner, on va vous trouver un boulot. On leur dit non. On leur dit, on peut vous aider, mais ça sera qu'un amplificateur. C'est-à-dire que si c'est pas vous qui donnez l'impulsion, alors il n'y aura rien. Vous avez d'abord un projet. Vous avez un projet, vous voulez le mettre en œuvre, vous êtes prêt, etc. On va vous aider, mais c'est vous qui ferez. C'est pas nous qui allons faire à votre place. De la même manière que dans tous les autres projets que nous soutenons en Afrique ou ailleurs, dans les projets d'aide au développement des enfants, on recherche toujours à responsabiliser les gens, et on ne fera jamais à leur place. On leur dit, il faut vous preniez en main, c'est difficile, alors on va vous y aider. Mais l'objectif étant que vous ne soyez pas un assisté perpétuel, permanent, mais qu'au bout d'un certain temps, vous puissiez être de nouveau le maître de votre vie, le maître de votre vie sociale, de votre vie. Vous pouvez retrouver votre autonomie. Donc ça, c'est une des caractéristiques auxquelles on fait très attention sur le plan de la sélection des projets, de la même et sur laquelle on fait très attention aussi quand on sélectionne les partenaires. Est-ce que les partenaires qui entreprennent ces actions vont se contenter d'entretenir une routine, etc. Ou est-ce qu'ils ont la volonté de modifier, d'apprendre? Et ça rejoint aussi, ça touche, c'est pour ça qu'on voit que on ne peut pas rester que sur l'aspect de la lèpre. Parce que très rapidement, on voit la dimension de l'éducation qui rentre en jeu. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aux gens. Donc il faut former. Donc ça touche des tas de dimensions. On est sorti de l'aspect de la lèpre que nous évoquions tout à l'heure en disant comment se fait-il que, partant de la lèpre, vous soyez ouvert à ces différentes actions. Alors, si on revient à ces initiatives d'accompagnement ou de soutien, de création d'emplois en France, spécialement en milieu rural, si j'ai bien compris, comment vous déterminez-vous? Bon, alors là c'est donc des personnes qui effectivement ont entendu parler un peu par le réseau, par les médias, de cette possibilité, qui ont un projet, donc qui arrivent quand même avec une idée, qui ne savent pas très bien le monter, qui font, quand ils veulent le monter, sont face à des administrations, à des démarches administratives extrêmement compliquées, etc. Et donc là-dessus, on leur apporte. On leur dit, on va vous aider à le monter, ce dossier, à voir s'il est viable ou pas viable, si vous pourrez le mettre en œuvre. Bon. Et sur les
les nombreux projets qui nous sont présentés, un certain nombre sont retenus, avec cette caractéristique effectivement qui rejoint un souci un peu qui est chez nous en France là, qui est de, on va pas vous prendre ce projet pour vous le fassiez en ville. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'on voit le désert se répandre dans la France, on voit des secteurs de la France, des campagnes un peu abandonnées parce que précisément il manquait ce petit commerce ou il manquait cette petite activité pour que il y a encore une vie sociale dans ce village. Alors si, effectivement, bien souvent d'ailleurs les gens en ont assez de mener la vie qu'ils ont menée dans les banlieues ou dans les grandes villes où ils ont été un numéro anonyme, etc., ils ont envie aussi de se réincarner, de retrouver leurs racines, de se réenraciner. Et donc, on leur dit, ben voilà, nous, c'est effectivement en milieu rural qu'on développera ce projet. Alors, si vous avez des idées, si vous savez où, etc., on va vous aider. Et si vous faut une petite aide financière, alors on va vous l'apporter. Mais encore une fois, c'est un amplificateur. Donc, s'il n'y a pas une étincelle au départ, ça ne marchera pas. Voilà. Parmi ces 4 dimensions qu'on rappelait tout à l'heure de vos actions aujourd'hui, est-ce que c'est 4 tiers? Comment ça se... Non, la partie la plus importante reste encore ce qui tourne autour de la lèpre, et de la lèpre, alors, avec l'aspect médical, mais aussi avec l'aspect réinsertion sociale, réhabilitation physique. Donc ça reste encore un volant très important. Mais le développement, donc la partie développement monte en puissance, et la partie aussi secours aux enfants détresse monte aussi en puissance, parce que une société ne peut pas vivre, une société qui méprise ou qui ne soigne pas ses enfants est une société qui est appelée à disparaître. Et puis les hommes, proviennent des enfants. Il faut d'abord avoir été enfant pour être un homme. Donc si on veut avoir des hommes équilibrés, des hommes sains, des hommes, il faut s'occuper des enfants. Quand on a une enfance ravagée, je crois que c'est difficile après d'être dans la vie un adulte responsable, équilibré. Voilà. Donc je crois que dans la priorité, l'effort sera fait sur cette dimension de secours aux enfants. On n'a pas beaucoup parlé de chiffres depuis le début de cette émission, et pour nous donner une idée quand même, les actions menées par la Fondation Follereau dans une année, on l'a bien vu, en soutien de projets qui existent, ça représente quoi ? Donc le budget de la Fondation, vous trouverez tous les détails sur le site internet. Le budget consolidé de la Fondation, c'est 14 millions. Hein. Donc sur ces 14 millions, là je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais l'ordre d'à peu près 10 millions vont à ce type d'action. Voilà. Et alors les bénévoles aujourd'hui, Héloïse, qu'est-ce qui les motive? On dit par exemple que c'est de plus en plus difficile de recruter des bonnes volontés, qu'il y en a de moins en moins. D'ailleurs, il y a de moins en moins de militants aussi, toutes causes confondues. Est-ce que vous sentez ça ou pas du tout? Je pense que c'est à nous d'aller les chercher. Déjà, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre que... Bon, on a quand même des personnes qui viennent spontanément vers nous, mais bon, la plupart du temps, effectivement, il faut aller les toucher, grâce notamment donc, à ces petits reportages, comme l'action du Père Mathieu, qui vont toucher les gens. Quoi. Et on a quand même beaucoup de bénévoles, puisque on a quand même 35 000 personnes là, qui nous aident de façon occasionnelle lors de la journée mondiale des lépreux. Mais on a 2000 bénévoles en janvier, pour qu'on se rappelle. Ça paraît un peu loin aujourd'hui, mais c'est chaque année en janvier. Oui, cette année, le 24 et 25 janvier, oui, tout à fait. D'ailleurs, nous recherchons aussi des bonnes volontés. On cherche des quêteurs. S'il y a des quêteurs volontaires, d'accord. Voire plus, si des personnes veulent prendre plus de responsabilités. Alors oui, on peut. Vous avez aussi besoin de bénévoles plus sur le long terme, en dehors d'une journée de quête annuelle? Tout à fait, tout à fait. Si vous voulez, là actuellement, donc nous avons des bénévoles, en fait des équipes bénévoles dans chaque département, équipes plus ou moins structurées, et effectivement des personnes qui font quoi alors nous avons donc en fait le rôle des bénévoles est de diffuser déjà le message de Raoul Follereau et de faire connaître la Fondation à travers sa mission, ses valeurs, ses activités, et également de mener des actions qui vont nous permettre de collecter des fonds pour soutenir justement des projets terrain. Voilà. Alors, à propos de collecte de fonds, on le disait tout à l'heure, pour la première fois en France, les dons ont baissé au début de cette année 2008. Vraisemblablement, la crise financière du mois d'octobre ne va pas arranger le tableau. Vous êtes plutôt inquiet ?
Non, on n'est pas inquiet. Il est certain que c'est des éléments qu'il va falloir prendre en compte. Mais pour l'instant, en fait, le principe de la Fondation a été toujours de gérer ça d'une manière très bien, très sage, très raisonnable. Donc, avec une particularité qu'on n'a peut-être pas soulignée, qui nous a habitués justement à cette gestion sage, c'est que les projets dans lesquels nous nous engageons, que nous soutenons, sont des projets à vocation durable. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans l'urgence, il y a des urgentistes qui font ça très bien, et nous, ce que nous souhaitons, ce qui différencie, ce qui fait que chacun se répartit finalement les tâches aussi, ce que nous cherchons, c'est des effets durables. Donc il faut que ça s'inscrive dans le temps. Donc il faut que quand on dit à quelqu'un « on est d'accord, on va vous soutenir », on puisse avoir un minimum de garantie sur l'accompagnement qu'on pourra lui donner pendant 1, 2, 3, 4 ans ou 5 ans, le temps que les choses évoluent correctement, voire même peut-être plus que 5 ans. Ce qui nous habitue à dire, attention, il faut effectivement ce minimum de réserve parce qu'on n'est pas sûr d'avoir toujours le même niveau de ressources. Et donc à ce moment-là, ces réserves servent précisément à lisser ces différences de niveau de ressources d'une année à l'autre. Merci en tout cas tous les trois pour votre témoignage. On dit qu'en période de crise, finalement, les gens font la différence entre le nécessaire et l'accessoire. Et ce sont les dépenses accessoires qui souvent font les frais de la période de crise. Il faut donc bien rappeler que l'aide aux associations, de manière générale, et puisque nous parlons de la Fondation Follereau aujourd'hui, ne relève pas, et on l'a vu dans les témoignages, dans les reportages sur le terrain, ne relève pas de l'accessoire, mais bien du nécessaire pour notre monde. C'est le message que Follereau a voulu propager tout au long de sa vie. Alors si vous aussi, vous voulez participer, soutenir financièrement ou répondre à l'appel au bénévolat qui a été lancé, vous pouvez contacter la Fondation Follereau à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, 31 rue de Danzig, Paris 15e, ou bien sur le site internet www.raoul-follereau.org. Et bien entendu, si vous n'avez pas eu le temps de noter tout cela, vous pouvez le retrouver aussi sur le site internet que vous connaissez, ktotv.com. Merci à tous les trois d'être venus. Merci à vous de votre fidélité. À bientôt.